Bienvenue dans le massacre de Piketon. Les corps de 7 adultes et d'un jeune homme de 16 ans ont été découverts dans 4 lieux différents, le long de la même route, dans le comté de Pike. Ce meurtre sanglant a déclenché une enquête de 2 ans et demi, mobilisant à la fois la police municipale, la police de l'État et le FBI. Écoutons le procureur général Mac DeWine. Il nous parle de cette affaire, qui s'est terminée par une série d'arrestations. Dans cette affaire, la famille Wagner a joué un rôle crucial. Nous avons de bonnes raisons de croire qu'ils ont conspiré pour assassiner ces 8 personnes. Il y a des survivants, tous en bas âge, 3 enfants, dont une d'à peine 5 jours, un bébé de 6 mois et un enfant de 3 ans. Étaient-ils endormis pendant les meurtres? Nos reporters ont posé la question et la réponse est non. Vous écoutez Le massacre de Piketon, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Épisode 3, Anna et Jake. Dans les 2 premiers épisodes, on s'est intéressé au meurtre de la famille Roden et à la famille Wagner, qu'on accuse d'être coupables. Je suis Courtney Armstrong et je suis accompagnée des journalistes Stéphanie Leidecker et Jeff Shane. Écoutons Stéphanie. On ne peut pas parler de la mort des Roden sans parler aussi de leur vie. Souvent, quand on parle des victimes, tous ceux à quoi on s'intéresse, c'est les meurtres eux-mêmes. On n'en dit pas assez sur ce qu'ils étaient avant. Tout le monde s'accorde à dire que les Roden étaient une famille très heureuse, très soudée. Ils habitaient même tous les uns à côté des autres. Ils étaient tellement proches qu'ils habitaient tous le long de la même route. Et ça en dit long sur les liens qui les unissaient. Dans cette famille, ça fait des générations qu'ils habitent dans le comté de Pike. Tous ceux à qui on est allé parler d'eux nous ont dit la même chose. C'était tous des gens travailleurs, très gentils, très généreux. Et celle dont on nous a dit le plus de bien, c'est la matriarche de la famille, la mère de Anna, Dana Roden. Voici le témoignage de l'une des plus vieilles amies de Dana, Becky Ryder. C'est quelqu'un de tellement gentil, une mère formidable, une bonne épouse. C'était quelqu'un de bien, tout simplement. Quand on écoute Becky nous parler de Dana Roden, un portrait commence à se dessiner. Une amie fidèle, une infirmière dévouée qui travaille en maison de retraite et une mère de substitution pour certains gamins du quartier. Brittany était l'une de ses enfants. C'est l'amie d'enfance du fils de Dana, Chris Jr. Elle raconte ses souvenirs de Dana au micro de Stéphanie. Elle avait les cheveux courts, plutôt courts et bruns. Elle les portait toujours, vous voyez, bouclés. Et des fois, elle se faisait des mèches violettes et des mèches blondes, quelque chose comme ça. Elle aimait bien tous ces trucs un peu excentriques. Et moi, j'étais là, je la regardais et je me disais, mais tu fais quoi à tes cheveux, là? Et maintenant, regardez, je fais pareil. Elle aurait été très fière de vous. Ouais, c'est clair, elle se foutrait de moi. Et Dana, elle s'occupait toujours des enfants de tout le monde, c'est ça? C'était un peu la mère poule. Ouais, voilà. Une fois, on faisait un tour en cross, mais pas moi j'étais sur le quad avec Chris, et on faisait un tour. Et en fait, je me suis bien amochée parce que le quad, je sais pas ce qui s'est passé, il est parti en vrille, et on a dégringolé d'une colline. Et Chris, il est parti chercher sa mère, et elle a direct foncé dans les bois, elle était en panique, et elle s'est occupée de moi. Elle m'a mis de la glace, elle m'a donné à boire, et elle avait un peu le rôle de maman, vous voyez, genre « ça va, t'es sûre que ça va? Il faut que j'appelle une ambulance ?» Et donc, elle était toujours là, c'était bien. C'est au lycée que Dana rencontre son futur mari, Chris Roden Sr. Dès le premier regard, c'est le coup de foudre. Ils se marient quelques années plus tard. Revoilà Becky Ryder, cette fois-ci interviewée par Jeff Shane. Elle nous raconte sa rencontre avec Dana. À l'époque, c'était une jeune mariée qui venait d'épouser l'homme de ses rêves. Quand j'ai rencontré Dana, elle et Chris étaient déjà mariés. Ah, donc ils se sont mariés dès le lycée, c'est ça? Oui, ils se sont mariés très jeunes. C'était rare, non? Plutôt rare, oui. Mais elle était sûre d'être amoureuse. Elle voulait être avec lui toute sa vie. Stéphane Likens se souvient de Chris comme d'un père aimant et quelqu'un de très doué pour les travaux manuels. Elle partage ses souvenirs avec Jeff, notre producteur. Vous auriez dû voir tout ce qu'il construisait, les porches des maisons, tout ça. C'était un charpentier de génie. Il y avait un Porsche qu'il avait fabriqué et il y avait tellement de détails. Et c'était lui qui avait fait les plans. C'était lui. Tout sortait de son imagination. Il aurait pu, s'il avait eu les moyens, vous auriez dû voir tout ce qu'il était capable de fabriquer.
Ensemble, Dana et Chris ont élevé 3 enfants. Frankie, Anna et Chris Jr. Mais après 20 ans de mariage, leur relation a commencé à se détériorer. Dana et Chris Senior ont fini par divorcer, mais ils ont continué à habiter et à travailler ensemble, et ils s'occupaient des enfants à 2. Oui, ils étaient toujours présents l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Et ils faisaient toujours passer les enfants en premier. Anna, 19 ans, était la seule fille de Chris et Dana Rodden. Elle était géniale et puis drôle. Qu'est-ce qu'elle était drôle. Elle était vraiment, vraiment adorable. Elle connaissait tout le monde la connaissait. Elle allait discuter avec tout le monde. Elle était pas prétentieuse, quoi. Elle croquait la vie à pleines dents. Mais quand elle est morte, en 2016, les habitants de Piketon ont dû se rendre à l'évidence. La vie d'Anna et les circonstances qui ont mené à son assassinat étaient bien plus complexes que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Tout commence 6 ans plus tôt, à l'été 2010. Anna vient d'avoir 13 ans et elle sort avec un jeune du coin, Jake Wagner. À l'époque, Jake va sur ses 18 ans. Leur couple devient très vite sérieux et 3 ans plus tard, Anna et Jake décident de fonder une famille. En novembre 2013, Anna met au monde une petite fille, Sophia. C'était une mère formidable. Parfois, elle venait avec sa fille au lycée et elle venait dans notre classe avec Chris parce qu'on avait cours ensemble. Elle emmenait le bébé, comme ça le prof, M. Carino, il pouvait la voir aussi. On a pu s'entretenir avec une proche de la famille Wagner qui préfère rester anonyme. Elle nous raconte quel genre de père Jake était pour Sophia. Jake était toujours très présent. Par exemple, il jouait avec elle, il l'emmenait dans la nature, et ça, tout le temps. Il s'assurait toujours qu'elle avait tout ce qu'il fallait. Très actif, très protecteur, quoi. C'était comme si, à n'importe quel moment, s'il lui arrivait quelque chose ou quoi, il était tout de suite sur le coup. Je veux dire, il était là pour elle. Il était prêt à faire n'importe quoi pour qu'elle aille toujours bien. Pas facile pour un couple aussi jeune d'élever un enfant. Pourtant, ils s'en sortaient. Anna continuait le lycée pendant que Jake travaillait comme chauffeur de poids lourd avec son frère, George Wagner. Le jeune couple et Sophia habitaient à tour de rôle chez les Rodden ou chez les Wagner. Tout le monde était content. Tout se passait à merveille. Et même si elle ne s'attendait pas à être grand-mère si tôt, Angela Wagner, la mère de Jake, était ravie de pouvoir passer du temps avec la nouvelle membre de la famille. Ses petits-enfants, ils étaient tous complètement fans d'elle. Ils l'adoraient. Ils voulaient tout le temps aller la voir et elle faisait vraiment en sorte qu'ils passent les meilleures vacances possibles, qu'ils aient tout ce qu'il leur faut. Ils étaient bien gâtés. Stéphane Likens a expliqué à notre coproducteur Jeff que Dana Rodden était tout aussi ravie. Est-ce qu'elle était contente d'être à nouveau grand-mère? Oh là là, oui. Ces bébés, c'était toute sa vie. En 2015, tout a l'air d'aller au mieux pour Jake et Anna. Ils ont déjà fixé une date pour le mariage et ils se sont même fait tatouer une alliance sur le doigt. Pendant cette période, Anna est devenue très proche avec la famille Wagner. À tel point qu'après les meurtres, Angela Wagner disait dans la presse que Anna était comme sa fille, qu'elle faisait pratiquement partie de la famille. Mais alors, qu'est-ce qui a mal tourné ? Eh ben, on a peut-être une piste, grâce à une déclaration sous serment signée de la main de Jake. Bon, c'est seulement sa version à lui, mais ce qu'il dit, c'est qu'avec Anna, ils se sont séparés en avril 2015, soit 1 an avant les meurtres. Et d'après lui, c'est Anna qui a rompu avec lui parce qu'elle trouvait qu'il travaillait trop. Et lui, ce qu'il voulait, c'était une femme qui reste à la maison et qui s'occupe de Sophia toute la journée. Mais ça, Anna en avait pas du tout envie. Après, bien sûr, c'est son point de vue à lui. On n'a pas accès au témoignage d'Anna, ni à celui des autres membres de sa famille d'ailleurs. On a parlé à une source anonyme, proche des Wagner. Elle nous a dit que Jake n'était pas encore prêt à faire le deuil de sa relation avec elle. Il voulait absolument qu'ils se remettent ensemble. Lui, il aurait voulu rester avec elle. Il essayait qu'elle le reprenne, quoi. Il faisait tout ce qu'il pouvait. C'est difficile de savoir ce qui se passe véritablement dans l'intimité d'un couple. Est-ce que Anna était sous l'emprise de Jake ?
Est-ce qu'elle se sentait prise au piège? Est-ce qu'elle voulait s'échapper de cette relation? Ou est-ce que le cœur brisé de Jake Wagner est la raison pour laquelle toute la famille a été assassinée? Ouais, et alors, pour essayer de comprendre le déroulement des événements et démêler un peu ce qui a pu se passer, on a trouvé des pistes en regardant ses réseaux sociaux. On est tombé sur une publication de juillet 2015, un post Facebook un peu cryptique, où elle partage les paroles d'une chanson qui parle de violence conjugale et qui dit « Il la coupe lentement de tous ses amis, elle travaille si dur, mais c'est lui qui garde tout. » Et ensuite elle rajoute « Non aux violences conjugales, bonheur pour toutes ». Oui, mais attention, il faut se rappeler qu'on n'a rien pour prouver avec certitude que ces posts parlent de Jake, même si ça colle au niveau des dates. Mais si c'est de Jake qu'elle parle, ça pose des tas de questions. Est-ce que Jake Wagner était un partenaire toxique et abusif? Impossible de dire ce qui se passait dans le couple de Anna et Jake, mais il y a une chose qu'on sait. Anna avait 18 ans quand elle a posté ce message, et 1 an plus tard, elle était morte. Revenons à cet été 2015, juste après la rupture de Jake et Anna. En mai, elle commence à sortir avec un garçon qui s'appelle Charlie Gilly. Charlie, c'est le meilleur ami de son frère Frankie, et c'est aussi le frère de la fiancée de Frankie, Anna Gilly. Voilà ce qu'en dit le journaliste Jeff Winkler. Il y a eu toute une période après la rupture entre Anna et Jake où tout le monde espérait qu'elle se mette avec Charlie. Tout le monde aimait bien Charlie Gilly. Les témoignages s'accordent à dire qu'il était très prévenant, très gentil, que la famille l'aimait bien. Charlie est fier de sa relation avec Anna. Il poste souvent des photos d'eux en train de s'embrasser et il n'hésite pas à lui déclarer sa flamme sur les réseaux sociaux. Mais parfois, les histoires d'amour se terminent aussi vite qu'elles ont commencé. À la fin du mois de juillet 2015, c'est la rupture. Dans sa déclaration, Jake Wagner affirme qu'il a continué à avoir des relations intimes avec Anna pendant tout cet été. Brittany a raconté à Jeff Shane ce qu'elle savait sur la relation entre Anna et Jake, des infos qu'elle tient du frère d'Anna, Chris Jr. Chris, on se voyait au lycée et il m'en parlait tout le temps. Et qu'est-ce qu'il te racontait? Il disait juste que sa sœur était en galère. Jake la traitait n'importe comment. Et elle pouvait rien faire, parce qu'elle avait un gosse avec lui. Il me disait que c'était vraiment la merde et que Jake la traitait comme de la merde. Et toi, t'en pensais quoi à l'époque? Qu'il fallait qu'elle se sorte de cette relation et qu'elle arrête de voir cette famille. À un moment, ce même été, Anna a une autre histoire avec un garçon de Piketon, Corey Holdren. D'après notre source chez les Wagner, quand Jake l'apprend, il est dévasté. Il était dans tous ses états quand il a su qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Il était blessé, il comprenait pas. Chaque fois que je lui en parlais, il se mettait à pleurer. Il me disait « Je comprends pas, pourquoi elle me fait ça? Pourquoi elle veut pas me laisser une chance de m'expliquer? On pourrait trouver une solution. Ce serait bien pour Sophia, on serait bien ensemble. » Je veux dire, il en parlait non-stop. Il était vraiment très triste. Et donc après, cette tristesse s'est un peu dissipée et je crois que c'est devenu de la colère. En août 2015, alors que l'été touche à sa fin, Anna apprend une nouvelle qui la laisse sous le choc. Elle est enceinte. Le premier enfant, Sophia, était prévu et attendu, mais pas celui-ci. Et pour couronner le tout, elle ne sait pas qui est le père. Comme père potentiel, on a Charlie Gilly, Corey Holdren et Jake Wagner. Et pour Jake, cette grossesse représente une lueur d'espoir. Je m'en doutais, juste en lui parlant. Quand il a appris qu'Anna était enceinte, ça l'a soulagé un peu. Je crois qu'il se disait que ça allait lui permettre de se remettre avec elle. Il est allé parler à Anna. Il lui a demandé s'il pouvait être là le jour de la naissance, s'il pouvait l'aider sur quoi que ce soit avec le bébé, même pour la pension alimentaire. Il parlait de payer. Et il avait acheté des trucs pour le bébé.
Un jour, il est parti avec Angela acheter un berceau. Et ouais, que des trucs comme ça, pour le bébé. Alors qu'à ce moment-là, il n'avait aucun moyen de savoir si c'était lui le père ou non. En public, Jake fait comme si tout allait bien. Mais à en croire les rumeurs, dans l'intimité, la situation entre les deux jeunes parents se dégrade de plus en plus. D'après Mike Allen, avocat et spécialiste des affaires juridiques chez Fox 19 à Cincinnati, les tensions atteignent un point de non-retour. 2 ou 3 semaines avant les meurtres, et on a des preuves de ça, Jake Wagner et son père ont voulu faire signer à Anna un accord pour donner la garde de sa fille Sophia à Jake Wagner. Mais le plan de Jake se retourne contre lui. Voici une fois de plus notre source anonyme chez les Wagner. Ils se disputaient la garde. C'est ça qui se passait, en gros. Il y avait des grosses tensions entre eux pour savoir qui aurait la garde de Sophia. Anna ne voulait pas que Jake ou sa famille puissent la voir. Et donc, là, ça a dégénéré. Ça l'a rendu fou au point que Jake, bon, il a dit ça 1 ou 2 fois. Et j'en ai déjà parlé à d'autres gens, mais je veux dire, il a déjà dit qu'il allait la tuer. Et il lui a dit en face. Il lui a dit, je vais te tuer, je vais te buter. Du genre, tu veux pas me laisser voir le bébé? Alors tu sais quoi, c'est toi qui vas pas la voir. Et moi je lui disais, Jake, tu peux pas dire des trucs pareils, je t'en supplie, calme-toi. Et bien sûr, personne se dit, oh mon Dieu, il va vraiment le faire. Oui, les gens disent tout le temps des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Et surtout quand on est en colère, comme lui il l'était. Je veux dire, il avait complètement pété les plombs. Ça l'avait vraiment, vraiment rendu fou. Le 17 avril 2016, en pleine bataille pour la garde de Sophia, Anna accouche d'une petite Kylie. Sur l'acte de naissance, elle ne donne pas le nom du père. Moins d'1 semaine après, le 22 avril, Anna et 7 autres membres de sa famille sont retrouvés morts dans leur maison. Par chance, la petite Kylie et ses 2 cousins sont épargnés. La sauvagerie de ces meurtres, commis sous les yeux des enfants, choque tous ceux qui entendent parler de cette histoire, même un procureur chevronné comme Mike DeWine. C'est la pire affaire que j'ai jamais vue. Quand on se dit qu'une mère, une jeune maman qui vient d'accoucher 4 jours plus tôt est assassinée sous les yeux de sa fille, Dieu merci qu'ils n'ont pas touché au bébé. Mais vous savez, difficile de faire pire que ça. Avec Jeff Winkler, on a essayé de comprendre les intentions du ou des tueurs. Ils ont consciemment décidé de laisser la vie sauve aux enfants, c'est-à-dire ceux qui ne pouvaient pas les identifier. Je veux dire, c'est peut-être ça le plus choquant, c'est qu'ils ont consciemment décidé d'épargner les enfants. Ça montre à quel point tout ça a été préparé froidement. Si on reprend le cours des événements, juste après les meurtres, il s'est passé 1 semaine avant que Jake Wagner aille au tribunal demander la garde de Sophia et de la petite Kylie. Il a l'air convaincu que c'est lui le père, mais il affirme que, même si c'est pas le cas, il mérite quand même une garde partielle pour que les 2 sœurs puissent passer du temps ensemble. Ouais, à l'époque, les Wagner montraient vraiment qu'ils bataillaient pour la garde des enfants. Angela Wagner avait fait une interview où elle disait que Sophia et Kylie avaient, je cite, « besoin l'une de l'autre ». Et que quand elles auraient l'âge de comprendre ce qui est arrivé à leur mère, elles allaient vraiment avoir besoin l'une de l'autre. Oui. Et pour obtenir la garde d'un enfant, c'est un peu compliqué. Ça change suivant les États. Stéphanie, je crois que tu as fait pas mal de recherches là-dessus, non? Ouais, c'est assez pointu. On est allé poser des questions à un avocat de l'Ohio spécialisé en droit de la famille. Et oui, en gros, si la mère n'est pas mariée avec le père de l'enfant, c'est automatiquement elle qui récupère l'autorité parentale. Le père n'a aucun droit sur son enfant, sauf s'il fait la démarche d'aller plaider son cas devant un tribunal. À l'époque, les Wagner ont déposé leur demande seulement 1 semaine après les meurtres. C'est très rapide. Ils ont rassemblé tous les documents qu'il fallait en très peu de temps. Je sais que ça dépend des États, mais c'est quand même assez inhabituel de monter un dossier comme ça aussi vite. D'après certains témoignages qu'on a entendus, ça pourrait vouloir dire qu'ils avaient déjà commencé avant, c'est-à-dire que Jake et la famille Wagner étaient déjà en train de rassembler les documents
avant les meurtres. Donc est-ce que, peut-être, le fait qu'il n'avait aucun droit sur son enfant pourrait être un mobile suffisant pour commettre ce crime ? Oui, j'en ai parlé avec Mike Allen, un ancien procureur qui exerce maintenant comme avocat dans l'Ohio. Il m'a expliqué en quoi le fait que Jake ait rempli aussi vite ses papiers pourrait avoir une influence d'un point de vue légal. C'est le genre de preuve qui va vraiment plaire au procureur. Je veux dire, il lui a fallu 6 jours, même pas une semaine, pour déposer son dossier. Ça prend des mois normalement, parfois 1 an, plus ou moins. C'est impossible de tout faire aussi rapidement. Ça va être utilisé pendant le procès, je pense. Et ça va être difficile à justifier d'avoir fait ça presque tout de suite, après les meurtres. Jake a l'air déterminé à jouer son rôle de père auprès de Sophia et du nouveau-né d'Anna Rodden. Pendant tout le temps où Anna est enceinte, et même après l'accouchement, il n'arrête pas de répéter que c'est forcément lui, le père de la petite Kylie. Il est tellement sûr de lui qu'après la naissance, il s'empresse d'aller vérifier si Kylie a un orteil en marteau, signe distinctif des membres de la famille Wagner. Il voulait toujours être tenu au courant. Il voulait toujours être là. C'était une période très, très intense pour lui. Donc il voulait vraiment faire partie de la vie de Anna, de Sophia et de Kylie ? Absolument, absolument. Il voulait l'aider à élever cet enfant, aider Anna autant qu'il pouvait. En juin 2016, presque 2 mois après l'assassinat des Rodden, Jake Wagner, Charlie Gili et Corey Holdren ont tous les 3 passé un test de paternité. Le résultat, Charlie Gili est le père de Kylie. Donc la petite Kylie a été confiée à son père Charlie Gili, et Sophia, la fillette de 3 ans, est retournée chez son père à elle, Jake Wagner, le coupable présumé. C'est intéressant si on regarde le déroulement des événements de plus près. Il se trouve que le jour des meurtres, apparemment, Jake est passé récupérer Sophia chez les Rodden et en faisant ça, il lui a sauvé la vie. Elle n'était même pas là quand ça s'est passé. Alors est-ce que c'est une coïncidence ? Est-ce que c'est le destin ? Ou est-ce que c'est le signe que tout ça faisait partie d'un plan plus large ? Eh bien, par exemple, si c'est bien les Wagner les coupables, alors ça veut dire que pendant que les Rodden étaient en train de fêter la naissance de Kylie, eux, ils étaient au supermarché en train d'acheter le matériel qui allait servir au meurtre. Oui, ce passage au supermarché, c'est un élément important de l'enquête. Comme tout le monde, on a vu les photos de la fête pour la naissance de Kylie. Tout le monde a l'air tellement heureux. Vraiment, c'est frappant. En tout cas, le plus grand rêve de Jake, c'était de vivre à nouveau une vie de famille normale avec Anna. Il était amoureux d'elle, il voulait fonder une vraie famille avec elle. Mais alors pourquoi il l'aurait tuée et du coup traumatisé à vie sa propre fille ? C'est pas logique, il y a un truc qui colle pas. On est allé demander son avis à Jody Barr, qui est journaliste, pour savoir s'il trouvait ça crédible comme mobile pour les meurtres. Ces enfants, plus ils vont vieillir, et plus ils vont ressembler à leurs parents qui se sont fait massacrer. On a 2 familles qui essaient de régler ça par tribunaux interposés. Et en plus, on découvre ça. Si tout ce que je lis dans ce rapport est vrai, alors ça va encore plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Si c'est vraiment cette histoire de garde d'enfants. Mais bon, cette affaire, ça fait déjà 4 ans, et il se passe pas un jour sans que j'y pense. Ces enfants, je me demande comment ils s'en sortent. Est-ce qu'ils ont réussi à faire leur deuil ? Et est-ce qu'ils ont des souvenirs de ce qui s'est passé ? Et c'est toutes les générations de cette famille qu'ils ont massacrées. Ouais. Et puis quand même, quand on y pense, ces enfants, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Qui va s'en occuper ? Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Enfin, je veux dire, même sans parler de l'enquête, juste sur le plan humain, mon Dieu, cette famille, il faudra en parler aux enfants un jour. Ça va être tellement dur. Vous imaginez expliquer ça à un gosse qui vous demande « Ils sont où, papa et maman ?» ou qui veut savoir ce qui est arrivé à ses parents ? Puis, je veux dire, un jour, ils vont bien finir par avoir l'âge d'aller sur Internet. Ils vont chercher sur Google ce qui s'est passé. Dès qu'on tape Rodden dans Google, le premier résultat, c'est la pire histoire imaginable. Comment tu les prépares à ça ? Ce qui s'est passé sur Union Hill Road ce matin-là, ça va bien plus loin que les 8 personnes qui ont été tuées. Tous leurs proches vont être marqués à vie, même les gens du coin. Personne n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Stéphane, l'ami de Dana, se souvient de tout.
C'est horrible quand même. Anna, elle venait juste d'avoir sa fille et ça me rend malade rien que d'y penser. Oui, c'est pire que tout. Exactement. Personne ne mérite de mourir comme ça. Et ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur de me dire que Dana ne verra jamais ses enfants grandir, aller à l'école, se marier, avoir leurs propres enfants. Pardon. C'est normal d'être triste. Cette histoire est triste, elle est atroce. Oui. Je suis sûr que vous avez entendu ça. En tout cas, moi je l'ai entendu. D'un côté, les gens disent que ceux qui ont fait ça avaient une sorte de code d'honneur qui touchait pas aux enfants. Et d'ailleurs, ils n'ont pas été blessés. Mais d'un autre côté, ils ont privé ces enfants de leur famille. Et donc, d'une certaine façon, c'est pire. Oui. Et je suis tellement triste pour ces enfants. Ils connaîtront jamais leurs parents. Ils vont devoir grandir sans eux. Les Wagner sont en prison. Ils attendent leur procès, mais on sait aussi qu'ils ont plaidé non coupables. Et il ne faut pas non plus oublier la présomption d'innocence. Et si quelqu'un d'autre que les Wagner avait orchestré ces meurtres ? Quelqu'un d'autre, oui, mais qui ? Et pourquoi ? À l'époque, les enquêteurs hésitaient entre plusieurs pistes qui méritent toutes qu'on s'y attarde. Écoutons tout de suite James Pilcher, un reporter qui a suivi cette affaire pendant des années. Au premier abord, les Roden, c'était la famille idéale. Tous très travailleurs, honnêtes, très soudés. Mais il y avait d'autres indices qui montraient qu'ils étaient peut-être pas tout blancs. Il paraît qu'ils en étaient déjà venus aux mains avec d'autres gens, et en public en plus. Il paraît aussi qu'ils avaient eu des embrouilles avec la police. Et peu de temps après les meurtres, en faisant des fouilles chez les Roden, la police découvre quelque chose qui bouscule toute l'enquête. Voilà ce que disait Mike DeWine, qui à l'époque était procureur général. Je pense que nous pouvons à présent dévoiler cette information au public. Nous avons retrouvé de la marijuana sur 3 des scènes de crime. Plus tard, on a découvert que les Roden avaient beaucoup de plants de marijuana sur leur propriété. Il est possible qu'ils trempaient dans le trafic de drogue, qu'ils revendaient de la marijuana. Bien sûr, dès que ça s'est su, les gens ont commencé à se demander si ça pouvait pas être quelqu'un d'extérieur. Et si c'était une transaction qui avait mal tourné ou des rivaux qui voulaient les éliminer. Dès qu'on a su, il y a eu toutes sortes de rumeurs. C'était le 3e épisode du Massacre de Piketon, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Mise en son par Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions. Avec les voix de Blanche Leleu, Sylvain Sounier, Sophie Fogarassi, Quentin Gouverneur, Cécilia Anseux, Marc Segala et Odja Lorca.